Là, vous êtes situé dans le 91 et cette rencontre avec l'association de terrain, c'est quoi? Et finalement, qu'est-ce que vous avez fait grâce à elle? Bonjour, oui, alors... Alors, il faut parler comme ça. Il est éteint? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, donc en fait, bon. moi j'ai connu la P10 91 en fait, parce qu'au départ ma fille était dyslexique, puisqu'en fait c'était pas pour Arthur. Ma fille est dyslexique, dysorthographique, et donc c'est pour elle en fait au départ que j'ai connu la P10. Ça m'a permis, en fait, ça faisait un certain nombre d'années que je galérais à essayer de faire reconnaître qu'elle était dyslexique et que même si elle avait des bons résultats scolaires, elle restait dyslexique. Et en fait, je pense que c'est un des problèmes qu'on connaît tous, c'est qu'effectivement, obtenir un PAP, c'est pas si simple que ça. Et la P10 m'a fait comprendre que si, en fait, puisqu'elle était dyslexique, elle avait droit à un PAP. Ça a été le début. Ensuite, ça m'a énormément aidé pour tout ce qui était aménagement aux examens, pour l'un comme pour l'autre, en fait. Réussir à savoir comment monter un dossier pour qu'ils passent et pour qu'ils aient leurs aménagements aux examens. Parce que ça, c'est pas simple et que quand on est accompagné par l'association, on sait ce qu'il faut pas louper, en fait. C'est tout bête. Voilà, après, moi, c'est vrai que ça a surtout été pour ça au départ. Après, c'est aussi savoir que on n'est pas tout seul, en fait, et que les galères qu'on rencontre, il y a plein d'autres parents qui les rencontrent. Alors, c'est que ça peut être... je vois maintenant sur la P10, il y a des groupes WhatsApp. C'est aussi demander les noms des médecins qui peuvent prendre en charge les enfants. C'est aussi... Comme c'était indiqué dans la slide, c'est aussi pouvoir avoir les livres numériques en fait par Booking ou par d'autres. C'est savoir comment on peut récupérer des livres numériques pour les études des enfants. Et puis c'est des conseils en fait assez fréquents. Voilà. Arthur, alors toi pour toi? Moi, pour le coup, ma mère, en fait, je suis rentré dans l'association bien après ma mère, où je voyais qu'elle s'impliquait énormément, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup? Parce que pour le coup, moi, comme ma mère l'a dit, elle s'est d'abord occupée de ma petite sœur parce qu'elle pensait pas que j'étais 10. J'étais un élève moyen, qui avait la moyenne, qui était à 12 de moyenne, qui écrivait très mal. Qui avait des petits soucis de coordination, mais ça allait. Je faisais du basket à côté. Donc en fait, mon trouble était caché. Elle le voyait pas, ma mère. Et pourtant, Dieu seul sait que c'est ma mère. Et un jour, il y a une orthophoniste qui lui... l'orthophoniste de ma petite sœur. Donc l'orthophoniste de ma petite sœur qui lui dit un truc. Et ma mère, ça l'a fait tiquer. Directement, elle se dit... tous les enfants aiment dessiner, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce que m'a dit l'orthophoniste de sa sœur, et je lui dis « Ah non, tous les enfants n'aiment pas dessiner ». Et elle me répond « Comment ça ?» Et elle n'avait jamais vu Arthur. Hein. Et je lui dis « non, en fait, le frère d'Amandine, il n'aime pas du tout dessiner. » Et elle me dit « Mais si, en fait, non, je vous assure, il déteste ça. » Et elle me pose 2 questions. Elle me dit « Comment est-ce qu'il met ses chaussettes ?» Je lui dis « Oh non, alors ça, les chaussettes, je ne sais pas s'il y a des parents de dyspraxiques, mais les chaussettes, c'est juste pas possible, quoi. En fait, elles ne sont jamais mises correctement. » Ça va mieux maintenant. Il a 23 ans, hein. Donc je vous le dis, il faut du temps quand même. Mais voilà, en fait, et elle m'a posé deux autres questions, et là, elle m'a dit vous devriez consulter. Et en fait, et après, quand j'ai su, je me suis dit oui, en fait, ça explique tout le reste. Le fait que la géométrie, c'est pas il capte rien. Mais sauf que moi, j'avais pas ces clés-là. La dyslexie, j'avais réussi à la comprendre toute seule, mais la dyspraxie, je savais même pas que ça existait, quoi, globalement. Et du coup, comme indiqué, vous avez indiqué qu'il y avait des PCO pour les 7-12 ans. Je suis déjà même plus dans le cadre, moi. À ce niveau-là, j'avais déjà 13 ans. Donc, je suis encore ailleurs, on va dire.
Donc ma mère, j'ai presque 13 ans, elle se dit ouais, il y a un problème, on va voir du coup la MDPH, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais non. Voilà. Là, j'ai lâché l'affaire. Voilà. J'ai lâché l'affaire. Juste du coup, j'ai fait un bilan et en fait, moi personnellement, on m'a refusé mes aménagements et c'était au moment où en fait ma maman n'était pas dans une association. Et en fait, à ce moment-là, on aurait pu demander en fait, est-ce que, parce que moi, c'est la médecin scolaire qui m'avait refusé mon PAP, mon PAP si je dis pas, mais elle avait tout refusé. Elle avait dit, moi juste un an après, elle m'a dit que j'étais un fainéant et que ça me causerait des problèmes. Au téléphone, elle m'a dit, votre fils n'est pas dyspraxique, il est fainéant. Alors. Donc voilà. Donc en fait, ça aurait pu permettre en fait déjà qu'on essaye de mettre peut-être un petit coup de pression à le fait d'être à l'association, de dire en fait ce que vous faites n'est pas normal, déjà de 1, déjà de dire que il y aurait pu y avoir un recours. Et moi, l'association, ça me permet aussi de voir certaines choses extrêmement importantes, c'est de sensibiliser les parents, parce que je pense que là, il y a beaucoup d'aidants, et peut-être moins de 10, mais il y a énormément d'aidants. C'est ce qui a été énormément dit par Nathalie juste avant, c'est qu'il y a énormément d'aidants, en fait, de personnes qui sont rattachées au milieu, ou même de parents, qui ont en fait le sentiment soit de ne pas être assez aidés, soit de culpabiliser, de se dire c'est de ma faute si mon enfant il est comme ça, alors que pas du tout. C'est pas du tout de votre faute et faut vraiment le prendre en compte. Et on a aussi ce rôle en tant qu'association d'aider les parents, les personnes qui, par exemple, un oncle, une tante, comme ce qui a été mis dans l'enquête, que justement il y a aussi des oncles et des tantes qui s'y intéressent, donc c'est extrêmement important. Donc ça touche la famille même élargie. Même des grands-parents, je suppose, qui sont ici. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ce relais. Et c'est nous qui sommes entre guillemets, le relais de l'État, on peut le dire. Et dans ce cadre-là, c'est extrêmement important d'adhérer à une association, ou au moins de s'y intéresser, d'être un sympathisant. C'est toujours le même problème, c'est que on reconnaît, mais la mise en œuvre est très différente. Donc, concernant AD France, j'ai connu par une antenne qui était Paris-Est, qui n'existe plus, mais j'ai ensuite relié AD France. Et donc là, merci, parce que comment vous dire que les conditions d'examen à faire respecter pour un dysphasique sont très compliquées. Quand vous demandez à un secrétaire, lecteur, scripteur avec reformulation, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Hein. Sauf que il arrive d'être tapé du poing sur la table. Quand vous êtes tout seul, c'est l'orage va passer et au suivant. Donc, par le fait d'avoir l'association, on est remonté assez haut, et merci aussi à la FF10 qui est rentrée dans la danse pour remonter jusqu'au ministère. Voilà. Donc, arriver à faire changer des conditions d'examen non conformes par rapport à l'écrit décidé en cours d'examen, je précise. Parce qu'il avait déjà eu des épreuves. Il avait déjà eu des épreuves, donc on est remonté très très haut, et en disant que c'était pas normal, qu'on voulait nous accorder même pour un dysphasique, pour certains, si ça leur dit quelque chose, un lexique pour l'aider en examen, alors que ça n'existait absolument pas dans les conditions définies d'aménagement. Et donc de faire changer pas mal de choses. La deuxième étape est très récente, puisque mon fils a 28 ans. Ouais. Il a une RQTH depuis l'âge de 16 ans. Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Sachant, pour que les gens qui ne savent pas, qu'une RQTH il ne faut pas forcément attendre ses 18 ans, mais si votre enfant s'oriente vers une branche professionnelle, ça peut l'aider pour les stages professionnels dès 16 ans. Vous pouvez demander une RQTH à partir de l'âge de 16 ans. Donc cette RQTH a été renouvelée de 5 ans en 5 ans, comme tout le monde connaît. Et donc, vu la loi qui est passée récemment, on a demandé une RQTH à vie.
au dernier renouvellement. Et alors là, c'est bonheur total. Un médecin qui malheureusement ne connaît pas la dysphasie remplit un certificat médical que je précise non adapté aux troubles 10 pour les MDPH. Alors dis-nous ce qu'a apporté l'association à toi et à ta famille. Alors moi, je suis maman d'un jeune adulte qui a 22 ans, donc on se retrouve. Donc le parcours a été très très long et disons que pendant 8 ans, mon fils était suivi malgré tout par une neuropédiatre, mais qui posait tous les diagnostics de la Terre, sauf le mot dyspraxique. Donc retard du développement global, mais moi je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en parallèle, à l'école, ils ont fait beaucoup de résistance, dans le sens où, quand il a fallu rentrer en CP, on a dit, mais non, il ne peut pas rentrer en CP, parce qu'on va aller au casse-pipe. Votre fils, il doit absolument être orienté dans une école spécialisée. Donc c'est la loi de 2005 qui, en fait, en gros, a un peu sauvé mon fils, parce que moi, j'ai eu un peu l'audace, mais je pense que c'est le cœur d'une maman qui parlait. Écoutez, si on doit aller au casse-pipe, on va y aller. Moi, je préfère aller au casse-pipe, mais donner la chance à mon fils d'apprendre à lire et à écrire, puisque pour eux, il n'apprendrait jamais à lire et à écrire. Vraiment, c'est ce qu'on m'avait dit de manière ouverte, sans se cacher. Donc ça, c'est l'école. Hein. Donc on est parti au casse-pipe. Hein. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, mon fils va aller en CP. Mon fils, moi, je sais qu'il sait lire et écrire. En fait, l'école me renvoyait une image que je ne reconnaissais pas, parce qu'à la maison, il était tout à fait capable de comprendre. Il y avait un début de trouble du langage oral, effectivement, il y avait un peu de tout. Mais la dyspraxie était prédominante, mais tout ça, moi, je ne le savais pas. Donc, je marchais à l'aveugle. Et puis, un jour, il y a eu la Journée nationale des 10. Et donc, c'est une orthophoniste, parce que dans ce parcours, malgré tout, on rencontre des gens exceptionnels. Et cette orthophoniste m'a dit, mais il faut absolument que vous alliez à cette journée, vous allez rencontrer des gens. Pourquoi pas? Moi, c'est vrai que milieu associatif, c'est pas du tout quelque chose qui m'attirait forcément. Et ce jour-là, j'ai rencontré une maman avec son fils de 21 ans. Et en fait, qui me parlait de son fils. Puis moi, je la regarde, je lui dis, mais vous êtes en train de décrire mon fils. On a l'impression que vous connaissez mon fils. Elle me dit, non, je parle de mon fils, mais il a exactement les mêmes soucis que ce que vous êtes en train de décrire. Il a quoi, votre fils? Elle me dit une dyspraxie. Je dis, mais quoi? Une dyspraxie? Alors vraiment, c'était un mot chinois pour moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors je le note sur un bout de papier, je le mets dans ma poche. Et dans la semaine suivante, j'avais rendez-vous avec mon neuropédiatre. Alors je sors mon petit bout de papier, je lui dis, est-ce que vous connaissez la dyspraxie? Alors, je ne le disais pas aussi de manière si fluide. Et elle me regarde, elle me dit oui. Et bien j'ai dit, je crois que mon fils, il est dyspraxique. Hein. Donc il faut absolument qu'on fasse des tests pour être sûr. Mais moi, j'en suis sûre. Mais là, moi, je parlais avec toute mon innocence et je parlais en tant que maman. Je me suis dit, mais c'est ça, mais c'est absolument ça.